Bonjour à tous. On m'entend? On va commencer doucement. L'atelier cet après-midi, donc, ça va chercher à répondre à une question assez large. Je ne sais pas si on va réussir à y répondre. Comment répondre à la crise de l'hôpital? Et pour traiter ce sujet, on a 4 personnes à nos côtés. Donc, André Grimaldi, je vais vous présenter d'abord les participants. Alors, André Grimaldi, professeur à la Pitié-Salpêtrière, auteur de Santé Urgence chez Gilles Jacob et fondateur du collectif Interhôpitaux. André Palme, c'est mieux sans le masque pour le son, infirmière libérale à la retraite et présidente du Conseil de l'Ordre infirmier de Drôme-Ardèche. Daniel Lenoir, ancien directeur général de la CNAM, et vous avez aussi dirigé l'ARS Hauts-de-France et la Mutualité française. Et vous êtes fondateur d'Alternatives économiques. Et puis enfin, Caroline Fiat, aide-soignante, députée à la France Insoumise et adhérente à la gauche républicaine et socialiste. Et donc moi, je serai votre animatrice, Louise Guillot. Je travaille dans le secteur de la transformation publique et je suis peut-être comme vous... Ah oui? Alors, comment on peut faire pour le son? Est-ce qu'il faut que je parle plus fort ou... C'est bon? Est-ce que c'est bon là? Ça va mieux pour le son? Ok, super. Pas encore complètement? Bon, est-ce qu'on peut remonter encore un peu le son? Il faut qu'ils baissent là-bas, c'est ça? Faudrait leur dire de baisser là-bas. Est-ce que quelqu'un peut aller passer le message? C'est vrai que c'est fort. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est parti passer le mot. Et oui, donc je me présentais. Donc moi, je suis une citoyenne profane des questions d'hôpital, mais je pense, comme certains et nombreux d'entre vous, je me sens assez concernée par ces questions-là. Je pense que c'est des questions qui nous concernent tous. Avant de lancer la discussion, un mot sur le format. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas fait les ateliers de ce matin, le format, c'est donc un débat inversé. On va poser les grandes lignes du sujet et surtout commencer par vous donner la parole à vous. Et puis, on aura la chance d'avoir les 4 personnes autour de moi pour rebondir, répondre, enrichir la discussion. On fera peut-être 2 ou 3 allers-retours à voir comment les discussions, les questions, vers où ça nous amène. Et puis, pour lancer le sujet, peut-être donc comment répondre à la crise de l'hôpital. Peut-être dire quand même que la crise de l'hôpital n'a pas commencé avec la crise sanitaire du printemps. Évidemment, c'est une crise bien plus longue. On pourra revenir sur des questions de diagnostic. Je pense qu'il y a fort à dire là-dessus. Revenir aussi quand même sur ce qu'a changé le Covid-19, la crise sanitaire à ces questions-là. Est-ce que ça reconfigure les enjeux en lien avec le service public hospitalier? Est-ce que ça nous ouvre vers d'autres sujets? Est-ce que ça nous ouvre d'autres clés d'entrée? Et puis, si vous le voulez bien, si ça nous amène vers ces questions-là, peut-être des propositions pour l'hôpital que nous voulons demain. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer par prendre la parole dans la salle? Je vois. Madame, puis vous après. Ça serait bien que les gens se présentent. Oui, et si vous voulez vous présenter quand vous prenez la parole, c'est mieux. Je suis simplement retraité, hein, mais je me suis occupé pendant 20 ans de ma mère. Alors ça marche, mais mettez bien votre micro. Oui, alors ça va là? Bon, je suis actuellement retraité, je me suis occupé pendant 20 ans de ma mère qui était handicapée suite à un accident de la circulation et puis des maladies liées à l'âge, artérite fémorale d'un côté, arthrose de la hanche de l'autre. Et elle a eu une mort prématurée, entre guillemets, parce que suite à un manque de surveillance de l'hôpital dans lequel elle était en simple observation, elle a fait une chute de son lit, fracture du fémur, qui s'est suivie d'une intervention chirurgicale désastreuse et 3 semaines après environ, par le passage des soins intensifs, on l'a liquidée, voilà. La crise de l'hôpital, ça fait 30 ans que je la connais. J'étais à une époque agent hospitalier pendant quelques temps. J'ai vu l'état des lieux. En plus de ça, en accompagnant ma mère à plusieurs reprises à l'hôpital et au service des urgences en plus, la nuit, j'ai vu ce que c'était. Et j'ai écouté de manière de plus en plus, de manière, disons,
de manière absolument insupportable les discours comme quoi la médecine française restait une des meilleures au monde. Alors que dans la pratique, ce n'était pas du tout ce qui se passait, c'était la loterie, et la loterie est devenue la plus grande. Et ce qui s'est passé avec le Covid-19, c'est exactement la prolongation de ce qui se passe depuis plus de 30 ans, c'est tout. Merci. J'ai fait également quelques études médicales. Oui, bonjour. Donc Jean-Louis Vancel, je suis ici au titre de la COP des communs, qui est une structure qui essaye de faire se rapprocher le monde de l'économie sociale et le monde des communs. Et ayant eu la joie d'être le prédécesseur de Daniel à la Mutualité française, moi ce qui me frappe, c'est qu'on commence par l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait parler de la médecine et pas d'abord de l'hôpital ? Je suis heureux qu'il n'y ait pas que des hospitaliers, parce qu'on le sait depuis longtemps, l'hospitalocentrisme français est certainement une de nos causes, de nos problèmes. Donc je souhaiterais que ce ne soit pas que la crise de l'hôpital, mais que ce soit la crise du système de santé sous l'angle curatif. Bon, après, il y a d'autres questions qu'on pourrait développer, voilà. Mais c'est vraiment mon point. Même si on faisait quelque chose de miraculeux pour l'hôpital, enfin, ce qui n'est plus loin d'être évident, je pense qu'on raterait la cible. Mais ça fait 30 ans qu'on rate la cible, et un Ségur de la santé qui se résume à un Ségur de l'hôpital, c'est pas le sujet. Merci. Peut-être une dernière question avant qu'on donne la parole à nos intervenants. Ouais, peut-être qu'on peut commencer par... Pardon, s'il n'y en a pas, moi je vais en rajouter une. Oui, allez-y. Vous êtes ici à la Charité-sur-Loire et outre le fait qu'elle a un très beau prieuré, la Charité est aussi connue pour son hôpital psychiatrique. Et je voudrais bien qu'on n'oublie pas cette part du soin qui est largement laissée pour compte à l'heure actuelle. Merci. Et on peut prendre l'intervention du monsieur juste derrière. Excusez-moi, en fait, je vais rebondir sur madame. Moi, je travaille à la prison de Nevers, je suis surveillant pénitentiaire. Et justement, je dirais que sur les 100 détenus que nous avons à l'heure actuelle à la prison, je pense qu'on en a au moins 10, donc ça fait 10%, qui n'ont strictement rien à faire en prison et qui relèveraient strictement de la psychiatrie. Voilà. Mais bon, on est sur un détenu coûte à l'État 90 € par jour. Je pense que vous savez très bien combien coûte un lit en psychiatrie par jour. Donc le calcul est vite fait. Voilà. Merci. Alors, les 30 ans de crise, la question de la médecine ou l'entrée hospitalière, et puis la question de la psychiatrie. Est-ce que André Grimaldi, vous voulez commencer ? Alors, effectivement, je pense qu'on ne peut pas parler... Vous m'entendez bien, ça va ? On ne peut pas parler de la crise de l'hôpital sans parler de la crise du système de santé. Alors, elle vient de très loin, au fond, cette crise. Et les médecins, ils sont pour quelque chose. Elle vient de la domination par l'idéologie de la médecine libérale, qui, en 1945, refuse la Sécu. Le premier conventionnement aura lieu en 1972. C'est-à-dire qu'un conventionnement entre la sécurité sociale et la médecine libérale pour que les Français aient des soins remboursés. Alors, en 1958, est arrivée la première grande réforme hospitalière, qui était au fond encore dans la poussée du Conseil national de la Résistance, et qui a transformé les hôpitaux pour en faire autre chose que des lieux où les médecins venaient le matin à mi-temps pour faire des autopsies, alors que se développait la médecine scientifique et la biologie. En 1958, un gaulliste, ancien résistant, Robert Debré, ferait la grande réforme des hôpitaux. La médecine libérale, qui est le lot commun à l'époque, les chirurgiens ne sont que le matin à l'hôpital, l'après-midi ils opèrent en ville, mène la bataille, une bataille violente contre les jeunes médecins qui étaient politiquement mendésistes, immunologistes, qui seront prix Nobel, comme Jean Dossé, avec un grand patron, Robert Debré, le gaulliste, père de Michel Debré, le Premier ministre, et ils obtiennent, certes, il y aura le plein temps, certes, la biologie va rentrer à l'hôpital, les médecins y travailleront en plein temps avec les biologistes, les physiciens, les chimistes, on rentre dans la médecine moderne, mais il y aura un secteur privé à l'hôpital qui maintiendra
l'activité libérale. Et la poussée de ce qui a été le grand progrès du Conseil national de résistance, 45, 58, 72, je vous disais le premier contrat, 71, la reconnaissance par le ministre Boulin d'un service public hospitalier. On prononce le mot, service public. À partir des années 80, se débobine. Raymond Barre crée le secteur 2 avec dépassement d'honoraires. Alors, notre système a continué d'évoluer dans une idéologie contraire. Et l'hôpital est malade de deux crises. Un, il est malade du fait qu'en ville ne s'est pas constitué un service public de la médecine de proximité, avec les généralistes et les infirmières travaillant en équipe, que ça se construit maintenant, mais avec retard. Il y avait les centres hospitaliers, il y a les maisons médicales, mais on est très en retard, c'est 15% des médecins. Et à l'hôpital, on a inventé, sur la base de la haute technicité, l'hôpital entreprise. Voilà deux modèles, la médecine libérale, le médecin seul dans son cabinet, et l'hôpital entreprise qui, au fond, répond à une partie de la médecine, la chirurgie ambulatoire, la technicité. Or, vous disiez comment évolue la médecine? Eh bien, la médecine, elle évolue à la fois vers cette haute technicité, la prothèse de hanche en ambulatoire, les cataractes ambulatoires, tout ça se fait à la chaîne, mais il y a deux grands sujets, deux grandes épidémies sur lesquelles notre système est totalement inadapté. Première épidémie, l'épidémie des maladies chroniques, 21 millions de personnes qui vont vivre avec une maladie. Ça nécessite un travail en équipe. Le malade apprend à se soigner, c'est un partenaire. C'est l'inverse de la médecine industrielle et c'est pas du tout la médecine libérale. Et puis la deuxième épidémie va être, on pourrait dire l'épidémie des urgences, mais l'épidémie aussi des maladies infectieuses. Et là, aucun des deux modèles ne répond. Ni l'hôpital entreprise, ni la médecine de ville. Dans cette médecine qui nécessite de la prévention, nous sommes très mauvais en prévention en France. Nous sommes bons dans la maladie aiguë, évitable, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire, les greffes d'organes. La France est bien placée, mais nous sommes très mal placés dans les maladies chroniques et dans la prévention. Et je vous rappelle qu'avant l'épidémie de Covid-19, et j'en arrête, il y a eu une épidémie de bronchiolite, à l'automne, qui n'était pas plus importante que les autres années, qui, elle, était programmée, attendue, et l'hôpital, l'assistance publique et les hôpitaux d'Île-de-France ont été débordés. On a envoyé à plus de 200 km de Paris des dizaines de nourrissons en SMUR. Ça annonçait la catastrophe. Si la réanimation pédiatrique, le cœur du cœur, il n'y a pas d'alternative à l'hôpital pour la réanimation pédiatrique. Il n'y a rien en ville. Si vous êtes débordé, ça veut dire que le cœur du système est gravement touché. Alors, dans le modèle hôpital-entreprise, évidemment, la psychiatrie n'avait pas sa place. Elle ne pouvait pas rentrer dans la tarification à l'activité, la gestion commerciale. On lui a donné un budget de misère, 2 fois moins que ce que nous recevions, nous. On l'a écrasé. Alors qu'après 1945 était né le secteur psychiatrique qui aurait dû être un modèle de ville-hôpital. Donc, on a débobiné, à partir des années 80, ce qui avait été la pulsion créée par la résistance et le Conseil national de la résistance. Alors, si on dit qu'un jour d'après ne doit pas être revenir, parce que je pense que rien n'a changé, il faut repartir du point de départ, évidemment, le moderniser, le repenser, mais c'est sur ces valeurs-là qu'il faudrait reconstruire le système de santé. Je peux intervenir ? Donc, je vais quand même rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la médecine libérale. Donc, je suis infirmière. André Palmer. J'ai travaillé en médecine, en libérale pendant 43 ans. Et toujours ce lien ville-hôpital, hôpital-ville, on en parle. On en parle tout le temps, on ne le voit jamais. Alors, la crise du Covid-19, qu'est-ce qu'elle a souligné? Qu'il n'y avait rien entre la ville et l'hôpital. Aucun lien, ni dans le sens hôpital, ni dans l'autre sens. Donc c'est vrai que là, on revient toujours au même problème, qui, je pense, a des racines historiques. Pour les médecins libéraux tiennent tellement à leur statut, les médecins hospitaliers aussi, et dans tout ça, il n'y a pas de communication. Aujourd'hui, vous avez des médecins qui ferment en ville à 17h,
et quand le vendredi soir, et quand vous avez un problème durant le week-end, eh bien les gens, ils n'ont qu'une solution, c'est aller emboliser les urgences pour des problèmes qui ne relèvent pas obligatoirement des urgences. Mais aujourd'hui, on en est là, par une faute de communication, mais qui pour moi est quand même largement voulue, parce qu'on pourrait quand même la résoudre. Maintenant, on a avec tous les systèmes informatiques que nous avons, tous les moyens de communication, faire un mail ne prend pas beaucoup de temps, faire un SMS non plus, on a des messageries sécurisées, donc franchement, je ne vois pas où est le problème. Le problème aussi, c'est que, ce qu'a dit le professeur Grimaldi, c'est qu'en France, on est dans le cure, on n'est pas dans le care, on n'est pas dans le prendre soin. On n'a pas du tout la culture de la prévention, et ça, c'est dramatique. 98% des gens naissent en bonne santé, et donc il faudrait que cette bonne santé, on la préserve tout au long de la vie. Et là, le néant. On a une part de budget minimale pour ce qui est de la prévention. Et ça, je trouve que tant qu'on n'aura pas essayé de garder les gens en bonne santé, eh bien, on aura du chemin à faire. Voilà. Mais pour l'instant, non, on n'est que dans le soin. On n'est que dans le soin. Quant à l'hôpital psychiatrique, ça me tient beaucoup à cœur parce que, vous savez qu'en libéral, nous soignons beaucoup de patients psychiatriques et que malheureusement, beaucoup de nos collègues, que ce soit médecins, infirmiers, aides-soignantes, travailleuses à domicile, ont été victimes dans leur exercice professionnel de ces patients qui n'avaient qui ne devraient pas être à domicile, mais malheureusement qui étaient. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans de ça, on a fermé 15 000 lits de psychiatrie, et aujourd'hui, je crois qu'on en paie le prix fort. Et si on ne revient pas là-dessus, ben là aussi, pareil. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je laisse. On aura l'occasion de revenir sur ces points plus tard. Daniel Lenoir. Il y a tellement de choses à dire que l'après-midi ne va pas y suffire, donc on va essayer de se concentrer sur la petite scène de théâtre dans laquelle on est. Moi, on m'a demandé de jouer le rôle de technocrate de service. C'est ce que Guillaume Duval m'a demandé. Alors, effectivement, j'ai dirigé la CNAM, j'ai dirigé une ARS. Je suis aussi, je ne suis pas qu'un technocrate, c'est pour ça que j'ai aussi participer à la création d'alternatives économiques. Pourquoi un technocrate? Parce que je pense qu'effectivement, il faut regarder l'origine et les causes économiques de la crise hospitalière. Il y en a. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit André Grimaldi sur les causes historiques, mais il y a aussi, ça c'est traduit dans des causes économiques. L'économie joue un rôle de contrainte parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dépenser plus d'argent qu'on en a. Ça, c'est la sagesse populaire. Et à contrario, on n'est pas non plus... C'est comme ça que s'est créée Alternative économique. Il n'y a pas un choix qui s'impose. Il y a des alternatives, il y a des choix. Il y a des choix démocratiques. Et en matière de santé, il y en a. Mais c'est vrai que la santé, je vais rebondir tout de suite sur la question de Jean-Louis, en matière de santé, le débat démocratique est difficile à organiser parce que c'est le domaine de la complexité et c'est aussi le domaine des idées reçues. Je suis moi-même forcément sujet à des idées reçues. Je voudrais revenir dans cette première phase du débat sur comment j'analyse la crise hospitalière, parce qu'effectivement le débat part de ça, et ça serait aberrant, je l'ai écrit dans plusieurs endroits, de nier qu'il y a une crise hospitalière à laquelle les autorités publiques ont été particulièrement sourds. Ils ne se sont aperçus d'un certain nombre de choses qu'au moment où la crise du Covid a révélé effectivement que cette crise était beaucoup plus profonde encore que ce qu'ils imaginaient, comme d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes a révélé un autre sujet qui m'a passionné dans ma vie, que les familles monoparentales étaient une des principales causes de pauvreté dans ce pays. Je reviens sur la crise hospitalière. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais on est bien obligé de dire d'où vient cette crise. Elle vient du mécanisme de régulation qui a été mis en place à partir des ordonnances Juppé en 95-96, mais ce n'est pas dans les ordonnances Juppé, c'est dans l'exécution de ces ordonnances. Je le dis parce que j'ai contribué à mettre en œuvre les outils et j'ai eu des désaccords, c'est probablement pour ça que je ne suis pas resté directeur de la CNAM, j'ai eu des désaccords sur la façon de le mettre en œuvre. Et au cœur des ordonnances Juppé, il y a un acronyme qu'on a retrouvé récemment sur les banderoles, donc il a commencé à être connu, il s'appelle l'ONDAM.
L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui était non pas un budget, mais un objectif, et sur lequel il s'agissait d'éviter que les dépenses de santé ne dérapent de façon trop importante. Pourquoi? Parce que les dépenses de santé, elles sont financées, les dépenses de soins, parce que c'est vrai, les dépenses de santé, elles sont financées principalement par les cotisations, la CSG ou les cotisations d'assurance maladie, peu importe, et que de toute façon, à un moment donné, si les cotisations n'équilibrent pas les dépenses, les cotisations évoluent à peu près au rythme de croissance du PIB, et les dépenses, si elles évoluent beaucoup plus, ça fait ce qu'on a appelé longtemps le trou de la Sécu. Donc ça, c'était nécessaire. Le résultat, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on a exercé sur l'ONDAM une pression qui était trop forte. On est parti au début des années 2000 à plus de 10% par an, ce qui était probablement excessif, et on a réussi à descendre à 2,3% par an. Mais au lieu de mettre en place des mécanismes intelligents, je vous dis, c'est un propos de techno, mais c'est aussi un propos médical. Des mécanismes intelligents, ça repose sur des mécanismes médico-économiques. On a mis en place des mécanismes de type budgétaire. C'est-à-dire, on a dit, il faut absolument respecter l'ONDAM à 2,3, et donc on a utilisé les variables qu'on connaissait. Alors je le dis d'autant plus, petit coup de patte au passage, que l'un des principaux artisans de ça vient d'être nommé directeur de la CNAM. Il a été directeur de la Sécu pendant longtemps. Il a été conseiller social de Nicolas Sarkozy. Enfin, certains d'entre vous, visiblement, le connaissent. Donc, c'est assez particulier, on va dire, que le même qui a impulsé ces mécanismes, et qui était au cabinet d'Édouard Philippe, et le mécanisme a conduit à ce qu'on utilise les variables qu'on avait en main. Résultat, c'est pour ça aussi que la crise a pesé plus sur l'hôpital, parce qu'on a là en main les salaires hospitaliers, d'où le décrochage des salaires hospitaliers, d'abord des infirmiers aides-soignantes, plus récemment des praticiens, qui pendant longtemps ont suivi. D'où aussi le fait que la T2A, on pourra revenir sur la T2A. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est la T2A? André Grimaldi en a parlé, c'est la tarification à l'activité, c'est le mécanisme de financement des hôpitaux qui s'est substitué au budget global en 2003, si mes souvenirs sont bons. Que la T2A n'a pas été revalorisée régulièrement, ce qui fait qu'en fait elle ne couvre pas les coûts réels, et donc il faut forcément faire des efforts de productivité, à mon avis, excessifs. Ce qui fait que, dans le domaine de la médecine libérale, on a aussi fait des pressions sur les prix des médicaments plutôt que d'essayer de diminuer la prescription. Résultat, on a les prix un peu les moins élevés d'Europe, d'où la pénurie de médicaments, etc. L'État a utilisé les variables qu'il avait en main plutôt que de faire une régulation intelligente. Et ça, on a derrière ça les causes économiques de la crise hospitalière, et notamment quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire le décrochage des rémunérations. Quelque chose qui est tout à fait vrai aussi, c'est la tension sur la productivité des soins. Et quelque chose qui est tout à fait vrai aussi, c'est des méthodes de management qui sont des méthodes en flux tendu, et dont on a vu les effets récemment avec la crise du Covid. On a aussi l'explication du fait que, bien sûr, on a supprimé des lits hospitaliers, c'est normal puisque la durée moyenne de séjour a diminué, mais on en a trop supprimé, et surtout on aurait dû en transformer certains, comme l'ont fait les Allemands, en des lits de réanimation. Tout ça, c'est de la régulation fine, mais c'est de la régulation qu'il aurait fallu faire. Et je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Louis. On a, pendant ce temps-là, la part de l'ONDAM qui était consacrée à la médecine libérale n'a pas été utilisée pour restructurer la médecine libérale. J'ai apporté ma pierre, mais on voit bien que c'est difficile. Et surtout, les dépenses de prévention, et plus généralement les dépenses de santé publique, n'ont pas augmenté au même rythme que les dépenses de soins. Et je vais donner un seul exemple. Sur 10 ans, les dépenses de soins, je ne sais plus, c'est les 10 ans qui, entre 2015 et 2005 et 2015, pardon, les dépenses de soins augmentent de 2,4, 2,5, 2,6, parfois 3. Les dépenses de prévention n'augmentent que de 1%. Parce que c'est comme la publicité pour les entreprises, quand on coupe dans les budgets, on commence par couper sur les budgets de prévention. Et on en a aujourd'hui les effets, parce que face à une crise comme la crise du Covid, les premières réponses sont d'abord des réponses de prévention.
qu'on est en train d'expérimenter avec ça, avant d'être des réponses en termes de soins. Donc je voulais insister sur ce point, sur l'origine économique de la crise hospitalière, qui est effectivement aussi une crise d'origine économique de la crise du système de soins et du système de santé. Merci. Caroline Chiat. Donc, moi, je pense qu'on en est arrivé là tout simplement parce qu'on est dans un pays où on en oublie régulièrement la base. Comme vous l'avez dit, donc moi, je suis aide-soignante. C'était pas prévu que je devienne députée. La circonscription où je me suis présentée était ingagnable. Voilà. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée au Palais Bourbon et une de mes premières prises de parole, c'était sur un projet de loi sur la modernisation du système de santé. Et je suis arrivée devant mes collègues députés. Et en tant qu'aide-soignante, j'ai repris, alors s'il y a des soignants dans la salle, vous allez connaître les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Alors, les 14 besoins fondamentaux, quand on est soignant, c'est se nourrir, se mouvoir, s'hydrater, enfin... Et pour leur expliquer quel était devenu mon travail, comment ils avaient détérioré mon travail. Et quand on vote des projets de loi de financement de sécurité sociale, quand on vote des projets de loi sur la santé, enfin, alors j'entends le côté techno, mais des fois je me dis que quand on fait les écoles d'infirmières, quand on fait les écoles d'aides-soignantes, sages-femmes, enfin tout ça, on nous apprend et tout le long, on n'arrête pas de nous dire les besoins fondamentaux, sauf que du jour au lendemain, quand on va travailler, les besoins fondamentaux, vous les mettez de côté parce que vous n'êtes pas assez de personnel. Et donc, quand on fait des lois, ces besoins fondamentaux, ils n'existent plus. Quand les calculs scientifiques sont faits dans les ARS, les besoins fondamentaux n'existent plus. Quand j'entends qu'il faut faire des économies sur les personnels, ça a été une grande bataille avec Agnès Buzyn et elle continuera avec Olivier Véran. Et qu'on lui explique, et j'entends le témoignage de monsieur, que non, en enlevant du personnel, on ne fait pas d'économie parce qu'il y a des chutes qui emmènent des opérations, qui emmènent des hospitalisations. Enfin, ce n'est pas des économies, parce que de toute manière, derrière, il va y avoir... et on ne prend pas soin de nos patients. Bon, j'ai réussi à faire entendre le mot maltraitance institutionnelle, ce sera peut-être la seule réussite, enfin, ce n'est pas la meilleure, hein. Mais au moins le nom est entré dans l'Assemblée. Je pense qu'il faut revenir à la base, c'est-à-dire que j'ai rendu 2 rapports parlementaires, un sur les EHPAD et un sur l'hôpital, sur la psychiatrie. Rien n'a été fait depuis, mais en tout cas des rapports ont été rendus et des préconisations ont été données. Mais moi je pense que j'ai été visiter des pays, et moi j'aime bien prendre l'exemple là, parce que vous allez voir, je vais vous citer des pays communistes, les Pays-Bas et le Danemark, vous voyez, des vrais pays de gauche, où chez eux, rien ne peut être fait, que ce soit en architecture d'un bâtiment de santé, en loi ou quoi que ce soit, si ce n'est pas validé par des soignants. Et les soignants, c'est de l'aide-soignant à l'infirmier, au kiné, à l'ergo, à la diététicienne, et ce soit libéraux, enfin tout le monde. Alors là, quand ils m'ont appris tout ça, moi je suis un peu tombée, ce qui fait qu'on se dit, bah oui, effectivement, c'est tellement intelligent. Sauf que chez nous, on ne fait pas. Les aides-soignants, on ne les écoute pas. Les infirmiers, on ne les écoute pas. Les médecins, on les écoute un petit peu. Quand vous tombez sur un médecin, et puis regardez, parce qu'il y a des professeurs qui revendiquent beaucoup, donc des fois, il y a des services dans lesquels ça marche. Vous avez quelqu'un qui va se battre et qui va se battre pour avoir du personnel, vous en sortez encore un peu, mais après, en dessous du médecin, on n'écoute pas. Mais qui est face au patient ? Qui voit la détresse du patient? Qui voit où ça ne fonctionne pas? Qui peut vous dire, mais s'il faut un chariot de soins, parce que je vais t'expliquer pourquoi un chariot de soins dans le couloir, ça ne suffit pas. Mais 2, ça va me permettre de supprimer des TMS, troubles musculo-squelettiques pour les soignants, donc des arrêts de travail en moins. Enfin, plein de choses comme ça. Donc moi, je pense que déjà, pour régler la crise de l'hôpital, il va falloir commencer à entendre tout le monde. Et maintenant que j'ai parlé des soignants, il y a d'autres personnes dont on n'entend jamais parler. Ce sont les usagers, les patients, les familles qui ont des associations et dont on n'entend jamais parler, qui ne sont jamais entendus. Et pourtant, ils réclament, ils travaillent beaucoup. Et je pense que si demain, on les mettait aussi autour de la table pour entendre ce dont ils ont besoin, on arrivera enfin à avancer. Merci. Et ça boucle avec cette question de technicisation du débat public sur l'hôpital. Et donc, ça me permet de vous redonner la parole à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à soumettre? Oui, le monsieur là et la dame.
petit mot préalable. Je suis membre d'une association de bénévoles en soins palliatifs et si on a le temps, j'aimerais qu'on en parle parce que on a parlé du préventif, on parle du curatif, mais je crois qu'il ne faut pas oublier la fin de la vie. Ceci étant précisé, en écho à ce que Caroline Fiat vient de dire, je me demande si l'une des questions qu'il faut qu'on aborde n'est pas celle de l'évaluation des effets de cette politique. On pourrait parler de toutes les politiques publiques. Évaluation pour répondre aux questions avec qui? On a commencé à y répondre en disant que les professionnels devaient être concernés et aussi les usagers et leurs représentants. Donc, à ce moment-là, on va se poser la question forcément de la dimension démocratique du fonctionnement d'une politique de santé. Je précise que si je dis cela, c'est pour partie au nom d'un passé de professionnel du médico-social. J'ai dirigé un centre d'aide par le travail qui accueillait principalement des personnes handicapées par la maladie psy. Et chemin faisant, lorsqu'on nous donnait des injonctions budgétaires avec 5 ou 6 autres copains, ou plus exactement collègues directeurs de CAT, on a essayé de construire une ébauche d'évaluation qui, pour nous, devait intégrer les professionnels et aussi les autres acteurs de ce secteur. Voilà. Merci. Madame, juste à côté de vous. Alors, bonjour, je suis médecin hospitalière. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire et je ne sais pas si j'arriverai à les dire de façon un peu rationnelle. Alors, Madame Fiat, vous avez parlé effectivement de la démocratie. C'est la loi HPST qui a supprimé la démocratie à l'hôpital en donnant tout le pouvoir à l'administration et en enlevant effectivement aux soignants. Il y a aussi bien sûr les usagers. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir à la gouvernance. Donc sur les causes de la destruction de l'hôpital. Alors, le monsieur a dit effectivement qu'on était très hospitalo-centré. Cependant, quand même, l'hôpital, c'est un lieu public, c'est quand même la démocratie. Et c'est un lieu aussi où les gens n'avancent pas le tiers payant. Donc, quelquefois, ils viennent aux urgences pour cette raison. Et on a quand même détruit 100 000 lits en 20 ans. Et on a fermé des hôpitaux. Il faudrait réfléchir quand même à un maillage territorial parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment désertiques où des femmes enceintes doivent faire des heures sur la route et accouchent parfois. Donc réfléchir effectivement si la tarification à l'activité est une cause de destruction de l'hôpital public, donc réfléchir à un autre financement. Voilà. Merci. Et une question tout à gauche. Bonjour, merci. Moi, je voudrais poser une question, peut-être pour rebondir un petit peu sur ce que Madame a dit, sur la question des usagers. J'aimerais bien vous entendre, puisqu'on discute aussi. Ce matin, j'étais au débat quelle protection sociale après la Covid-19. Puis on s'est dit que c'était pas après, c'était pendant, parce que voilà. Et il y a deux petites choses que j'ai notées. La question de la confiance dans les. Alors, c'était assurés sociaux, c'était pas les usagers, pour dire finalement, on ne fait pas tellement confiance aux gens pour prendre soin de eux. Et il y avait aussi la question de justement de la limite de du prendre soin de soi de la part des gens. Et alors, moi, je suis aussi comme Jean-Louis là dans cette histoire autour des communs. Et ce qui m'intéresserait, c'est vous qui êtes du côté de l'hôpital, qu'est-ce que vous attendez
de la part... Alors les usagers, on a dit que c'était pas bien d'appeler les gens les usagers, mais quand même, si, parce qu'on fait l'usage de... Vous faites l'usage de nous et nous on fait l'usage de vous et de l'hôpital, et donc on le pratique. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer ensemble pour répondre à la crise de l'hôpital? Le micro Merci. Est-ce qu'on prend une dernière question? Toute à droite, une dame. Bonjour, je voulais déjà vous remercier d'avoir choisi ce thème. Je ne suis pas coutumière de ces rencontres, mais je suis très heureuse d'être là avec toutes ces personnes qui sont intéressées sur cette discussion. Je suis pharmacien hospitalier. Depuis bien des années, j'ai testé autant le côté public que le côté privé, autant dans la recherche que dans tout ce qui est du réglementaire et dans la production. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir beaucoup de personnes autour de moi qui témoignent aussi du même problème, de la même problématique. Et pour moi, je suis actuellement embêtée parce que je tiens, je vais peut-être enlever mon masque, excuse-moi. Je tiens à peut-être faire un témoignage de ce que je ressens. Tout au long de ma carrière, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient plutôt intéressées pour avoir une notion de rentabilité, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, dans l'hospitalier, dans le côté plus clinique. Et maintenant, dans l'hospitalier, je retrouve encore cette problématique. C'est-à-dire qu'on se trouve opposé entre peut-être des objectifs différents, encore plus importants maintenant, qui sont ceux de ce que j'appelle la production. Et dans la production, on a tous les soignants, les médecins, peut-être des gens qui sont peut-être plus tournés, comme vous le disiez, madame, vers ce qui serait de prendre soin, peut-être de ce qui est de notre véritable métier, peut-être ce qui a été la vocation de beaucoup, peut-être quand ils ont fait leurs études. Je vous remercie aussi de votre témoignage, parce que c'est bien de savoir qu'on a des aides-soignants qui peuvent nous être un peu porte-parole de ce qui se passe. Et puis l'autre côté, le côté plutôt, je vais mettre ça administratif, qui devient de plus en plus lourd, qui devient tellement lourd qu'on a l'impression de s'opposer alors qu'on pourrait travailler ensemble. Et moi, j'ai eu l'impression que on a donné plus de pouvoir aux administratifs à un moment où les médecins qui, à la base libéraux, avaient beaucoup de pouvoir. Par exemple, dans les cliniques, quand on fait quelquefois des parodies de ce qui se passe dans une clinique avec un médecin qui va plutôt aller jouer au golf plutôt qu'aller opérer ou voir ses patients. Bon, à la base, je pense que c'était ça. C'était dire, bon, on devrait quand même mettre des administratifs pour éviter d'avoir quand même trop de pouvoir à des médecins qui peut-être, voilà, pour répartir. Mais en fait, on est arrivé à l'inverse. Et là, actuellement, j'en suis, moi, dans mon métier. En plus, je travaille ici à la Charité, avec très très peu de moyens personnels, en médecin, etc. Et donc, tout ce qui est des commissions qui devraient être des commissions qu'on doit rendre régulièrement, on travaille avec l'ARS évidemment, eh bien moi j'ai décidé de les faire qu'avec les soignants. Et je leur dis maintenant, moi, si je veux travailler, vu que c'est mon métier, sur le médicament ou alors les soins adaptés, etc., eh bien, vous, les infirmiers, vous allez venir. Voilà. Et on essaie de faire des choses adaptées. Mais c'est petit et j'aimerais bien pouvoir expliquer aux administratifs que justement maintenant, il faut casser ça, il faut qu'on en revienne à plus pouvoir s'occuper mieux des patients et avoir moins de notions de budget à rendre. Moi, je ne vous cache pas qu'en ce moment, vous savez, je fais des statistiques toute la journée. Je fais des statistiques pour savoir combien j'ai dispensé et j'ai même fabriqué des solutions hydroalcooliques. Je compte les gants, les masques, etc. Je le fais pour pas embêter les préparateurs à faire ça parce qu'ils font bien leur métier et puis heureusement parce que les infirmières elles sont en contact avec eux pour pouvoir donner les bons médicaments aux patients avec les médecins. Mais pourquoi voilà, alors il y a un organisme qui s'appelle la DREES, l'adresse, qui voilà demande mais bon sang, même les cadres infirmiers maintenant ils passent leur temps à faire des emplois du temps, des plannings gérés, alors qu'en fait les infirmières elles voudraient avoir un référent. On a déplacé même les gens qui étaient les plus intéressés vers des notions administratives. Voilà.
Et je pense qu'il en faut, mais je pense qu'il y en a trop maintenant. Et ce serait vraiment super de pouvoir trouver... Moi, je vais m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui parce que j'aimerais bien trouver des gens qui... Je suis super optimiste et je pense qu'on va réussir à de toute façon renverser les choses. Des gens qui se lancent vers le mouvement de changement. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci. Alors, en résumant vraiment dans les grandes lignes les quelques thèmes, donc le service public hospitalier, son évaluation, son maillage territorial, le rôle des usagers à la fois dans le service public hospitalier et puis dans l'hôpital et dans le soin, et puis cette question de l'administration de l'hôpital et peut-être pour prolonger la question, est-ce qu'il y a une forme de modernisation du service public hospitalier qui repose sur autre chose qu'une montée en administration de ce service-là? Et je vous propose de changer l'ordre et de commencer par Caroline Fiat. Moi, il y a... Donc, pour la réponse, faut pas non plus crier trop. Enfin, je suis la première aide-soignante à avoir été élue. Je suis un peu toute seule pour le moment, mais on ne sera pas trop de plusieurs. Hein, je le cache pas. Pendant la crise de la Covid, moi, je suis élue dans le Grand Est. Donc, il y avait un peu de travail. Donc, je suis retournée travailler. Et donc, j'étais en réanimation. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que, alors depuis, je m'entends très bien avec le directeur du CHU. Comme quoi, non mais du coup on a appris à se connaître. Ce que je peux vous dire, c'est que on s'est rendu compte que ça a super bien fonctionné. Pourquoi? Les vannes étaient ouvertes, quoi qu'il en coûte. Alors, on était les rois du pétrole. Hein. Et donc du coup, le personnel disait il nous faut ça. Le lendemain, on avait ça. Enfin. Des fois, c'en était impressionnant parce qu'à un moment donné, on s'est dit il faudrait qu'on tente de demander un truc improbable et on est trop honnête, on n'a pas osé. Mais on voyait des trucs arriver, on disait mais des choses qui d'habitude, vous savez, il faut faire la demande, que le cadre la signe, que machin, que bidule, et 3 mois après, vous recevez. Et là, le lendemain, on avait tout, c'était... Enfin, peut-être pas le lendemain, 48 heures, mais... Et pourquoi ça... Alors, il y a eu beaucoup de problèmes pendant la crise, surtout en service de réanimation. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, quand les vannes sont ouvertes et qu'on fait confiance au personnel parce qu'on est en pleine crise, la preuve, c'est qu'il n'y a pas eu d'abus. Parce que quand on voyait tout arriver, on s'est dit il faudrait tenter un truc, on ne l'a pas fait. Et on n'a pas perdu de temps. Parce que les cadres, ils n'avaient pas signé 50 milliards de paperasse, ils prenaient nos feuilles et ça partait directement au directeur et le lendemain, ça arrivait. Les pharmaciens, ils devaient courir derrière le curare chez nous, donc ils avaient d'autres choses à faire. Donc ils savaient très bien que si on les appelait pour leur demander un produit, mais nous, on savait que c'était la panique, donc on n'abusait pas. Enfin, tout le monde s'est mis en ordre de bataille. Et dans le soin, et on le sait, quand on fait des études de soignants, chaque profession de soignant a sa définition. Vous êtes obligé, quand vous passez votre diplôme, de connaître votre définition. Et dans chaque définition de soignant, il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est travail en équipe pluridisciplinaire. Et on travaille en équipe, donc on ne va pas aller par plaisir enquiquiner l'autre ou quoi que ce soit. Et donc, du fait que les vannes aient été ouvertes, du fait qu'on était tous ensemble en moment de crise et tout ça, ça a fonctionné. Et là où on se rend compte que le rôle des familles, le rôle des usagers est important, c'est qu'on ne les avait pas, ces familles. Et moi, je peux vous dire que dans un service de réanimation, quand vous n'avez aucune famille 24 heures sur 24, mais ça vous fait un poids supplémentaire. Parce que les familles, c'est des gens qui sont dans les chambres. C'est des gens qui, dès qu'il va y avoir un bip-bip, quelque chose, vont venir vous appeler. Et là, vous vous rendez compte que toutes les visites que vous n'avez plus, c'est un travail supplémentaire. Et donc, du coup, il y a eu du personnel mis en plus pour pallier ces manques de visites. Et donc, moi, quand j'entends que les usagers... les familles n'ont pas d'utilité, mais dans des services comme ça, si. Dans les EHPAD, on a tous entendu parler de ce glissement où les gens... mais parce que... déjà, il n'y a pas de personnel. Et vous êtes déjà une aide-soignante pour 20 ou 30 patients le matin. À quel moment ils vont aller discuter avec les gens? À quel moment vous imaginez qu'elle a déjà que 5 minutes pour faire une toilette? À quel moment vous pensez qu'elle va lui expliquer qu'il y a la crise de la Covid et qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est jamais... Donc, quand il n'y a pas les usagers, quand il n'y a pas les familles, c'est du personnel qu'il faut mettre supplémentaire. Et la crise a révélé ça. Et donc, j'espère, là, avec le projet de loi de financement de sécurité sociale, on aura beaucoup d'amendements dans ce sens, que
suite à cette crise du mois de mars, enfin cette première vague, au moins ce qu'on aura pu voir et appris et apprendre, eh ben, on va pouvoir convaincre le gouvernement actuel de leur dire mais voilà, faites confiance au personnel, laissez des droits aux familles, aux usagers, laissez-les participer parce que c'est vraiment des personnes qui proposent, qui sont force de proposition et qui sont une aide pour les soignants. Et enfin, on avancera. Et la paperasse, on l'oublie un petit peu parce que de toute manière, il n'y a plus assez de bois dans les forêts, donc il faut oublier la paperasse. Et même par mail, c'est pas très écolo. Merci. J'ai envie de repartir sur la question de l'évaluation, parce que c'est... On a eu deux caractéristiques en France, c'est général sur les politiques publiques, c'est que d'abord, nos systèmes d'évaluation sont très minces, on est très mauvais, en général. Et la deuxième caractéristique, bon, comme on n'en fait pas assez, c'est moins grave qu'ailleurs où on en fait plus, c'est que ces évaluations ne sont pas du tout démocratiques, c'est-à-dire que c'est... Voilà. Et donc je pense que c'est vraiment un sujet, et ça m'amène à un deuxième sujet. Si on veut développer la démocratie sanitaire, comme c'était, il faut non seulement avoir des systèmes d'évaluation qui permettent de mettre à plat les différentes questions, elles sont complexes. Donc si on ne les met pas à plat, si on ne fait pas le départ entre les effets négatifs de la T2A et les effets positifs, parce qu'il y a aussi des effets positifs à la T2A, eh ben on est dans des débats binaires pour ou contre la T2A. Or, pour sortir de ces débats binaires, il faut faire des évaluations, regarder les effets, et que ces évaluations soient soumises à la délibération démocratique. L'évaluation, ça doit faire partie de la délibération démocratique, de même que la décision. La deuxième chose, et c'est vrai pour l'hôpital et le système de santé, comme c'est vrai dans d'autres domaines, on a quand même expérimenté, et ça m'amène à la question des usagers, sur le climat, avec la conférence citoyenne, quelque chose qui était assez original, et dont je pense on pourrait tirer aussi des solutions. J'étais tout à l'heure, j'ai assisté au débat sur le sujet, des solutions justement sur d'avoir une plus grande démocratie sanitaire, et ça m'amène au sujet des usagers. Le poids des associations d'usagers dans le système est beaucoup plus important que quand j'ai commencé à travailler dans le secteur. Enfin, c'est sans commune mesure. Moi, j'ai vu la montée des associations d'usagers, j'y ai contribué. La loi Kouchner y a contribué aussi. Il ne faut pas non plus sous-estimer ça. On ne part pas de rien. Je pense que, justement, le problème, c'est qu'on est dans des mécanismes institutionnels. Et je pense que plutôt que de faire... c'est très utile de faire des Grenelles, des Ségur, etc. Mais peut-être pourrait-on s'inspirer justement de systèmes d'autres systèmes de représentation que par les institutions. Puis j'avais 3 ou 4 pistes comme ça que je lance, qui partent de l'idée, c'est que la solution de la crise de l'hôpital n'est pas qu'à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, il faut revaloriser les salaires, le Ségur a fait petite marche, pas suffisante, mais on avait pris tellement de retard que c'était difficile de faire la marche suffisante, etc. Bon, mais je pense que la solution est ailleurs. D'abord, il faudrait que, quand on regarde dans toutes les politiques publiques, les effets sanitaires, de même qu'on essaye de regarder les effets environnementaux, et en général, c'est lié. Donc ça rejoint l'évaluation. Deuxièmement, ce que disait André Grimaldi, et je le rejoins sur ce point, on a un vrai problème avec la médecine de première ligne. On a laissé s'installer... J'ai dirigé dans le temps la mutualité sociale agricole. Quand j'ai commencé à dire qu'il y avait des déserts médicaux dans le monde rural, je me suis fait engueuler par le directeur de la sécurité sociale de l'époque, qui n'est pas celui dont je parlais tout à l'heure, un autre, qui est d'un autre bord, qui m'a dit « mais tu ne te rends pas compte, il y a trop de médecins, et tu es en train de dire qu'il y a des déserts médicaux ». Effectivement, il y avait encore à l'époque... Hein, non, lui, il était directeur de la CNAM. C'était un autre. Non, c'est pas Gilles. Bon, si vous me demandez un autre nom, je vous dirai qui c'est, sinon je ne vous le dirai pas. Mais peu importe, ça va pas, de toute façon, tout l'état d'esprit général des technos de l'époque, dont j'étais, sauf que je ne le partageais pas, c'est qu'il y avait trop de médecins et que pour diminuer la dépense de santé, il fallait diminuer le nombre de médecins. Ce qui était un calcul un peu idiot et qui, de toute façon, a conduit à ce qu'on a fait sur le numerus clausus. Pourquoi je dis ça? C'est que j'ai vu ça, à l'époque, c'était dans quelques zones qui ont été à l'origine, d'ailleurs, du mouvement de 2002, parce qu'il n'y avait pas assez de médecins en Mayenne, dans l'Orne, etc. Aujourd'hui, en banlieue parisienne, à Paris,
Il y a dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais dont je me suis occupé, ce sont des déserts médicaux du point de vue de la première ligne. Et ça explique aussi une partie de la crise hospitalière, notamment, c'est pas la seule cause de la crise des urgences, mais c'est une partie de la cause de la crise des urgences. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la psychiatrie, mais j'aurais pu le dire, l'origine de la psychiatrie, c'est la même cause économique que celle que j'ai dite, c'est-à-dire que on ne sait pas comment financer, donc on ne finance pas assez. Mais pour revenir sur... C'est aussi l'absence de première ligne sur le terrain de la santé mentale. C'est 20% des maladies, la santé mentale. Et personne n'en parle, on se dit... Bon. Et donc il y a vraiment... Et on sait la solution. Il faut revenir, ça c'est aussi un point sur lequel je serais d'accord avec Audrey Guillemin, il y a peut-être des points sur lesquels on ne l'est pas, mais celui-là, sur les 4 libertés de la médecine libérale, dont pas de 45, professeur, de 1927, au moment des premières lois d'assurance sociale, et notamment du principe de la liberté d'installation. Je ne sais pas s'il faut transformer les maisons médicales en services publics, c'est peut-être compliqué à faire, mais il faut au moins que ce soit des services d'intérêt général et qu'il y ait une obligation à ce qui est partout et de revenir. Donc ça nécessite de revenir sur la liberté d'installation. Ce n'est pas possible de faire autrement. Et aucun gouvernement de droite, de gauche ou d'extrême centre n'a osé le faire jusqu'à présent. Ça, c'est la deuxième chose. Sur l'hôpital, il faut vraiment qu'on arrive à réfléchir d'abord à des méthodes de management différentes. Et moi, je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur justement ce qu'on appelait autrefois, c'est un terme qui est un peu galvaudé, management participatif, c'est-à-dire d'arriver à ce qu'effectivement, ça soit l'ensemble de la collectivité de travail qui participe aux décisions. Et ça va toucher aux structures intimes du fonctionnement hospitalier. Hein. C'est très, très important. Et je voudrais juste dire qu'il ne faudra pas oublier, parce que j'ai quand même quelques heures de vol sur les majorités successives, que ce n'est pas la peine de promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir parce qu'on va se retrouver face à un mur économique. Il ne faudra pas oublier de dire, si on veut mettre en place une politique plus sociale, de dire comment on met en place la régulation économique de ce bazar. Il est clair que si on a des dépenses de santé, alors on l'a fait pendant la crise du Covid, tant mieux, mais on ne pourra pas le faire éternellement, qui augmente de 10% par an, comme on l'a fait pendant une certaine période, ça ne tiendra pas. C'est sûr que si on ramène à 2,3%, ça explose. La cocotte minute explose. Donc comment on fait pour mettre en place, et ça veut dire de distinguer les dépenses de consommation des dépenses d'investissement, etc. Il y a des tas d'idées à avoir. Et il faut travailler sur le sujet. Merci. André Palme. Oui, je ne suis pas tellement d'accord avec ce que vous venez de dire, parce qu'il y a aussi quand même des choix politiques. Et je pense que si on privilégie la santé, l'éducation, l'argent n'est pas un problème. De l'argent, il y en a pour bien d'autres choses, bien moins nécessaires à tous les citoyens de France. Donc ça, déjà, c'est quelque chose, cette maîtrise des dépenses de santé. Non, ce qu'on veut maîtriser, c'est qu'on va arriver à une médecine à 2 vitesses. Il y aura d'un côté la médecine pour les riches, comme ça se passe ailleurs aux États-Unis, et de l'autre, la médecine pour les pauvres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive de plus en plus vite, et je pense que la crise du Covid va souligner tout ça. Parce que là aussi, on a vu les inégalités entre les élèves qui se retrouvaient chez eux sans personne pour s'occuper d'eux, ou des parents qui travaillaient, et les autres qui étaient dans des milieux favorisés. Là, ce n'est pas le débat. Donc après, moi, je voudrais quand même parler aussi des usagers, parce que nous, en libéral, on est en prise directe avec les usagers et leurs familles. Et c'est vrai qu'ils sont des aidants, ce qu'on appelle des aidants naturels, et que sans eux, il y a bien des choses que nous ne pourrions pas réussir à domicile. C'est pareillement à l'hôpital, de toute façon. C'est ce qu'a souligné Caroline Fiat en disant que, effectivement, c'était souvent les familles qui venaient signaler « Tiens, ça ne va pas, il y a quelque chose là qui n'est pas comme d'habitude ». Et donc, tout ça, ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, font qu'on prend en compte et qu'on soigne mieux le patient. Parce que vous savez, le patient, moi, ce dont je me rends compte après 43 ans d'activité, c'est qu'on le laisse sur le bord de la route très souvent. On prend des décisions collective, pluriprofessionnelle, mais le patient, il est où dans ses décisions? Il n'y est pas. Je suis désolée, il n'est pas dans ses décisions.
Et ça, je trouve que c'est très, très grave. Le patient, on l'a oublié sur le bord de la route. Et c'est pour ça que ça marche aussi si mal. Après, j'aurais souhaité quand même parler des ARS, Agences régionales de santé. Parce que Dieu sait que dans la crise du Covid, on a tellement compté sur les ARS. C'est la santé publique, c'est eux qui sont là au cœur de tout le système. Et je veux dire que si la crise du Covid a souligné quelque chose, c'est leur incompétence, leur éloignement de ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'étais en liaison, après m'être battue pour y participer, j'étais en liaison avec l'ARS de la Drôme et de l'Ardèche, mais ce que j'ai pu entendre dans ces réunions, je pense que j'aurais dû l'enregistrer et le donner à Mediapart, parce que je pense que vraiment, là, il y avait de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. C'était quand même, je ne sais pas, ils sont dans des sphères totalement éloignées de la réalité. Et je ne peux pas, enfin, cette incompétence, moi je me disais, les premiers qui vont morfler, qu'est-ce qui changera après? Ben, on va balayer ces ARS qui n'ont absolument pas été capables de gérer la crise. Pensez-vous? Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même. Alors, quant à ce qui s'est passé dans le Grand Est, vous avez eu de la chance, parce que nous, en Drôme-Ardèche, particulièrement en Ardèche, c'est le monde libéral qui a dépanné le monde de l'hôpital, tout à fait, en masque, en surblouse, et qui a dépanné le monde des EHPAD. Parce que là aussi, ben, il n'y avait absolument rien. Le personnel, que ce soit médecin, aide-soignante, tous les gens qui interviennent à l'hôpital n'avaient pas de masque, n'avaient aucune protection. Comment peut-on laisser des soignants en première ligne sans protection? Pour moi, c'est inimaginable. Voilà. Et quand vous disiez aux ARS qu'il manquait de matériel, ah non, non, mais vous savez, les stocks d'État, on va les libérer, vous allez y avoir accès et tout. La crise est passée, on n'a pas accès aux stocks d'État. Ne pensons pas qu'il n'y a plus de stocks. Il y en a toujours. Et ça, c'est aussi une chose sur laquelle il ne faut pas qu'on se laisse embobiner. Des stocks, il y en a. Après, on les libère quand on veut les libérer. Voilà. Merci. Crise de l'État déconcentré à l'intérieur de la crise du service hospitalier. André Grimaldi, vous n'avez pas parlé depuis longtemps, vous avez attendu votre tour, à vous. Oui, le sujet est immense. Alors, l'argent, ce n'est pas le problème. Bon, oui, mais enfin quand même. Tout le monde sera d'accord pour dépenser plus, à condition que ce soit efficace, que ça serve à quelque chose. Personne n'est d'accord pour payer plus de cotisations, plus de CSG, si c'est pour payer des rentes, enfin, pour payer des examens inutiles, pour payer des interventions inutiles. Donc on a un vrai problème quand même de régulation. Hein, donc on peut en parler, rien que ça, c'est un énorme sujet. La France dépense quand même 11,2% du PIB. Alors on dit que c'est beaucoup moins que la Suisse, beaucoup moins que les USA. Comme l'Allemagne, dit-on, mais l'OCDE donne les chiffres en pourcentage de PIB et en dollars par habitant. Et en dollars par habitant, en parité de pouvoir d'achat, on est 12e. On dépense 20% de moins que l'Allemagne. Il faut donner les deux chiffres. Donc on dépense beaucoup comme les pays riches. Comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme la Belgique, comme le Canada. Bon, il faut arrêter de... Alors après, il y a la structure de dépenses. Ce qui a été dit. C'est-à-dire que les infirmières, les médecins généralistes, les infirmières libérales et hospitalières, les médecins hospitaliers, maintenant les jeunes, sont mal payés. Par contre, en prescription, nous avons une médecine prescriptive, favorisée par le paiement à l'acte en ville et favorisée par la T2A. Alors, pour revenir quand même, essayer d'avoir un débat entre nous, oui, il y a eu la rigueur budgétaire. Premier problème, Juppé, 95, décide que désormais l'Assemblée nationale votera l'objectif national des dépenses. À l'époque, c'était un objectif. Ce n'est pas un budget contraignant, c'est un objectif, c'est ça qu'on veut atteindre. Et puis, c'est devenu un budget contraignant, et pour maintenir le budget, eh ben, il suffit de baisser les dotations et les tarifs. Donc, pendant des années, pendant 10 ans, on a baissé de 7% les tarifs. Donc,
l'appendicite valait moins cher d'une année que sur l'autre. Et ça a continué jusqu'en 2018. En 2018, Buzyn et Édouard Philippe baissent encore les tarifs de 0,5%, alors que l'activité de l'hôpital a commencé à se casser. Alors, la crise, elle n'est pas seulement la rigueur budgétaire. Il y a eu une rigueur budgétaire, après 2008, qui a posé sur l'hôpital plus que sur la ville, pour la raison que nous avons, autre particularité du système français, un système mixte dans tous les niveaux, ce qui nous fait par contre des frais de gestion colossaux. Nous sommes très au-dessus de la moyenne de l'OCDE pour les frais de gestion. Nous avons l'État qui a la main sur l'hôpital et la Sécu qui négocie avec la médecine libérale. Et là, il faut être prudent, parce que politiquement, ça se paye. Et Juppé l'a payé. Il a voulu mettre une régulation en ville, et dans son courant politique, on s'en souvient, on pense qu'on a en partie perdu les élections à cause de ça. Parce que les médecins sont aussi des grands électeurs. Bien. Par contre, l'État, il n'a pas de négociation du tout. Il décide des tarifs. Point final. Donc, la rigueur budgétaire. Mais on avait mis en place en même temps une folie complètement contraire, ce qui fait la folie hospitalière vécue, qui est une gestion commerciale. On a dit que l'hôpital doit être géré comme une clinique. Mais contrairement à la clinique, il ne choisit pas son activité, il ne choisit pas les patients, il doit répondre à tout le monde, ce qui est sa tâche. C'est pas... Donc on a mis la T2A non pas pour ce quoi elle était faite, c'est-à-dire non pas comme une technique de financement adaptée à certaines activités, celles qui sont programmées, standardisées, qu'on peut mesurer. Une séance de dialyse, ça vaut tant. Une cataracte ambulatoire simple, ça vaut tant. Mais on l'a généralisé en 2008 par décision de Nicolas Sarkozy, en septembre 2008, à toutes les activités, par exemple, ma spécialité, la diabétologie, où là, le mot de diabète, mais ça recouvre des choses totalement différentes, selon l'âge, selon les comorbidités, la psychologie, les conditions sociales. Et évidemment, la psychiatrie n'a pas pu rentrer. Et on ne s'est pas posé de problème. Pourquoi elle ne peut pas rentrer? C'est-à-dire que les gestionnaires ont décidé, on met en route des modes de financement valables pour tout, sans se préoccuper de ce qu'est l'activité réelle. Alors j'en viens aux soins palliatifs. Il y a 3 modes de financement de l'hôpital. Il n'y en a pas 36, il y en a 3. Qu'on peut moduler, qu'on peut agrémenter, qu'on peut mélanger. Il y a le paiement à la journée, comme à l'hôtel. Ce qu'on a fait de 45 à 83. Il y a un budget, comme l'armée, comme l'éducation nationale, une dotation, ce qu'on a fait de 83 à 2004. Et puis il y a le paiement à l'activité ou à l'acte, un peu plus compliqué, au séjour, ce qu'on a fait à partir de 2004. Alors, figurez-vous, vous nous dites les soins palliatifs. On avait un retard en France qu'on a en partie amélioré, mais on a encore du travail à faire. Vous dites comment financer les soins palliatifs? C'est quoi les soins palliatifs? C'est des soins contre la douleur, c'est des soins de confort, c'est une présence humaine. Qui décide de la sortie en France? Ce n'est pas le médecin. Il n'y a pas d'euthanasie. C'est le bon Dieu. Ce n'est pas le directeur de l'hôpital, c'est le bon Dieu. Donc vous vous dites, peut-être que les soins palliatifs pourraient être payés par un prix de journée. Alors je vous rapporte la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale entre Jean Leonetti, député républicain mais spécialiste des soins palliatifs, et Madame Aoustin, directrice des tarifs à l'époque, de la T2A. Il lui dit, Madame la directrice, je ne comprends pas votre système. Lorsque le malade arrive et meurt avant minuit, c'est 800 €. S'il a l'amabilité de passer le cap des minuit, on passe à 8 000 €. Mais au bout de 15 jours, c'est toujours 8 000 €, puisqu'on vous paye le séjour avec un forfait. Je connais, dit-il, des centres de soins palliatifs qui font sortir plus ou moins fictivement le mourant pour aller chez lui quelques heures ou dans un autre service, pour le reprendre, pour faire 2 séjours au lieu d'un. Ne pensez-vous pas, Madame la directrice, que le paiement à la journée serait adapté? Et elle lui répond, cette réponse est merveilleuse. Monsieur le député, ce n'est pas possible, ça remettrait en cause le principe de tarification. Donc la tarification était devenue un principe, une idéologie, l'idéologie du commerce
comme vous vendez des petits pois, comme une grande surface. D'où la loi Bachelot qui vous dit il n'y a pas besoin d'être formé en santé publique pour être directeur d'hôpital. Vous pouvez venir de n'importe quelle entreprise commerciale. Et on a eu Mme Rosemarie Van Lerberg à la paix qui venait de chez Danone. Il n'y a pas tellement de problème. Du coup, on a une gestion qui est une infirmière, c'est quoi? C'est un équivalent de temps plein. Elle est là ou elle n'est pas là, mais ce n'est pas le problème. C'est un équivalent de temps plein. Vous avez 2 hôpitaux, un qui est virtuel, qui est tableau Excel, et puis l'autre qui est réel, au lit du malade. Alors les deux ne coïncident pas. Nous, on dit, on manque de personnel, et la direction dit, comment vous êtes en surnombre? On ne parle pas de la même chose. Hein? Alors, il aurait fallu aussi parler 35 heures à l'hôpital. Alors, la gouvernance, du coup, hospitalière. Il y a 3 pouvoirs à l'hôpital. Il y a 3 pouvoirs. Il y a un pouvoir soignant, qui ne doit pas être un pouvoir médical, qui est un pouvoir soignant, qui concerne tous les soignants. Et chacun va vouloir en faire le maximum. Hein. Il va dire que lui, il faut tout l'argent pour lui. Qu'est-ce qui a marché dans le Covid? Il y a tout ce que vous avez dit, mais il n'y avait plus qu'une seule maladie. Hein. Les chirurgiens avaient arrêté d'opérer et au besoin de donner des coups de main d'aides-soignantes. D'abord, ils s'apercevaient que c'était un métier utile et important, et pas si facile. Bon. Et ils trouvaient du bonheur. Parce qu'ils trouvaient le sens de pourquoi ils avaient fait ce métier. Alors, il n'y avait qu'une seule maladie, c'est ça la différence. Donc il y a un pouvoir de gestion qui doit y compris répartir les moyens qu'a donné la collectivité. Hein, moi, je pensais que la diabétologie devait avoir tous les moyens. Ben, non, les cardiologues pensaient que c'était eux. Donc il faut bien qu'il y ait un pouvoir de gestion. Et puis il y a le pouvoir des usagers. Hein. Alors chacun a son domaine spécifique, évidemment pour l'évaluation, pour évaluer la qualité de l'accueil, pour évaluer les relations avec la ville, les usagers, ils ont une place très particulière. Pour définir le projet médical, les soignants ont une place particulière. Et les soignants paramédicaux, pour dire est-ce que les moyens sont adéquats avec le projet. On ne peut pas avoir ce projet s'il y a une infirmière pour 15 lits. Ça, ce n'est pas possible. Donc il faut par exemple définir le quota d'infirmières en fonction de l'activité. Ça existe en réanimation, ça n'existe pas ailleurs. À Paris, c'est une infirmière pour 13 lits. Mais si c'est des pieds diabétiques, c'est dément. C'est ce qui a amené ma successeur de dire, ben moi, je ne prends pas les malades graves parce que je ne peux pas avec une infirmière pour 13 lits. Donc on a mis l'hôpital dans un conflit éthique. Vous avez un budget à gérer, concert, mais vous devez vous comporter comme une entreprise commerciale qui fait de l'activité. Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? 15% d'augmentation d'activité. Quand on dit d'activité, c'est-à-dire de codage. Et pas d'augmentation de personnel au lit. Donc cette petite histoire, elle devait casser. Et elle a cassé en 2017. L'activité des hôpitaux s'est effondrée et les gens partent. Et alors je vais vous dire, moi, j'ai le même diagnostic que notre pharmacienne. Mais comme je suis plus vieux, je suis pessimiste. Alors j'ai l'optimisme de la volonté, je continue à me battre, le collectif interhôpitaux, mais je pense que les carottes sont cuites parce qu'il faut changer les gens qui décident. Le Ségur n'a rien changé pour ça. Et les gens qui décident, ils ont mis en place la T2A comme une politique pour privatiser l'hôpital public. Pas forcément dans le rendre lucratif d'emblée, mais d'abord en faire un établissement privé à but non lucratif qui peut faire faillite, qui va choisir ses créneaux d'intervention. C'était le programme de François Fillon. Ben, il y a des adeptes de François Fillon qui sont au gouvernement, ils n'ont pas changé. Bon, vous ne changez pas de politique si vous ne changez pas les hommes. Je vais vous dire une chose, dans la convocation du Ségur, le texte du gouvernement qui convoque le Ségur, le mot public ne figure pas. Il n'y a pas hôpital public, il n'y a pas service public hospitalier. La leçon tirée par le Covid n'est pas du tout celle que je tire. Moi, je dis, le Covid montre la nécessité de plusieurs services publics de santé. Quand je dis service public, je ne veux pas dire étatisation. Pour moi, les maisons médicales en secteur 1 font partie du service public. Tous les professionnels qui sont au tarif de la sécurité sociale sans dépassement d'honoraires font partie du service public. On peut avoir un statut libéral et être dans le service public. Service public, c'est au service du public. Ce n'est pas au service de l'État. Hein? Donc, alors, un mot de final, je vais vous dire beaucoup de choses. Au fond, l'idée géniale de la Sécu, je ne sais pas ceux qui ont créé la Sécu s'ils avaient cette idée géniale, c'est qu'ils ont considéré, en raison de la faillite des élites françaises pendant la guerre, que la Sécu
était un bien commun qui ne devait être ni privatisé ni étatisé. Les cotisations, c'est la population qui paye, et la gestion, c'est nous. C'était ça initialement. Alors, à l'époque, c'était quoi la Sécu? C'était essentiellement les indemnités journalières. L'ouvrier qui tombait malade ne pouvait plus financer nourrir sa famille. Donc, ce n'était pas les rêves cardiaques, ce n'était pas la dialyse qui n'existait pas, ce n'était pas le soin, c'était encore moins la prévention, c'était les indemnités journalières. On dépensait peut-être 2,5 ou 3% du PIB. Hein, on en est à 11,2. Bon, aujourd'hui, ça devrait être la CSG et les cotisations sont sanctuarisées. Or, cette majorité macronienne, en 2018, a voté que c'était fini. L'État, désormais, peut mettre la main sur les recettes de la Sécu. Ils ont piqué, en 2019, 2,5 milliards. Hein? Et donc, qu'est-ce que fait la Sécu pour être un peu en équilibre? Eh bien, elle se retourne contre l'hôpital, et puis peut-être demain contre les retraites. Hein? Donc, ça, c'est dans la marche en avant vers l'étatisation de la Sécu. Et aujourd'hui, il faudrait revenir à une cogestion, à tous les niveaux. Évidemment, l'État qui doit être le garant, mais les professionnels, mais les usagers. Et y compris participant aux négociations avec les professionnels de santé. Les usagers doivent être présents aux négociations de la Sécu. Et il faut en finir aussi avec cette double gestion étatique d'un côté, Sécu de l'autre. L'Assemblée nationale vote l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Moi, je ne suis pas contre que la représentation nationale vote un budget. Par contre, comment on le détermine? C'est des gens complètement incompétents qui, à l'Assemblée, lèvent la main. Qu'est-ce qui s'est passé là, en novembre? La direction de la Sécu au ministère dit les dépenses de santé et les charges hospitalières, dépenses hospitalières, et les charges vont augmenter de 3,3. Voilà la prévision. Le ministère, que font Olivier Véran et Agnès Buzyn, ils font voter 2,1. Donc ils demandent 1 milliard d'économies à l'hôpital public, qui n'en peut plus. Il y a le mouvement que vous connaissez, les démissions des chefs de service, le mouvement des infirmières dans la rue avec les aides-soignantes et l'ensemble du personnel, et on lâche 200 millions. Puis arrive le Covid, et là, on lâche des milliards. Bon, donc, il y a un truc qui ne va pas structurellement, qui est comment on détermine, et ce n'est pas une instance du gouvernement de le faire, ce que doivent être les dépenses de santé. Et puis, alors, si on dit on veut dépenser moins, alors on se justifie. On dit, voilà. Il nous reste un tout petit quart d'heure. Je vais prendre une dernière question, peut-être deux, et puis on fera un rapide tour du panel avec un mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions qui... Un monsieur ici. Oui, merci. Jean-René Marsac, je suis à Redon, en Ille-et-Vilaine. J'ai siégé au conseil d'administration du centre hospitalier jusqu'en 2010, puisque après il n'existait plus, c'était un conseil de surveillance. Donc je vais revenir sur l'hôpital entreprise. Effectivement, l'analyse que vous faites est complètement juste. Je voudrais rajouter quelques éléments d'information et d'appréciation. Mais ma question, c'est surtout comment on s'en sort. Quelle est la proposition alternative? Et il y a urgence, parce que ce financement à l'acte fait que de nombreux hôpitaux sont en déficit récurrent, voire au bord de la cessation de paiement. Hein. C'est le cas chez nous. Bon, l'ARS redonne le petit coup de pouce annuel qui évite la catastrophe, mais on est quasiment, oui, effectivement, dans une situation qui, pour une entreprise, serait une situation de cessation de paiement. Et je voulais attirer aussi l'attention sur un autre volet qu'on n'a pas évoqué, c'est l'investissement. Puisque, effectivement, ce sont des quasi-entreprises, et on demande aux hôpitaux qui sont déjà déficitaires de faire des réserves pour investir, puisque le schéma d'investissement, c'est 80% à la charge du centre hospitalier et 20% de subvention de l'ARS, voire un peu plus quand on a des besoins spécifiques au territoire qui font qu'on peut monter à 30%. Et puis, dans les très grosses opérations, CHU en particulier, mais autres centres hospitaliers de grande dimension, effectivement, on peut aller au ministère pour demander une rallonge à cette subvention. Mais c'est une subvention d'investissement pour un centre hospitalier qui est autonome dans son investissement.
ce qui est quand même assez rare dans les établissements publics. On ne demande pas à un lycée de faire des réserves, des excédents pour financer ces investissements. Donc on est là vraiment dans un schéma qui pour moi pose un sacré problème, qui fait que très très rapidement on va avoir des territoires où les hôpitaux vont être en quasi-faillite. Donc comment on fait pour s'en sortir? Quelle est la solution pour relancer sur une autre démarche, gérer cela autrement? Et puis peut-être de manière urgente, moi il me semble qu'il y a un plan d'investissement pour les centres hospitaliers qui doit se dégager complètement de cette logique de l'autofinancement, parce qu'on va à la catastrophe. Alors est-ce que c'est de trouver une solution qui se rapprocherait de ce qui a été fait pour les lycées, souvenez-vous, ou pour les collèges? À un moment donné, on a dit l'État ne sait pas faire les investissements dans les collèges et les lycées, c'est pas opérationnel, c'est trop centralisé, c'est trop lent, c'est pas adapté aux besoins du territoire, etc. On a renvoyé vers les départements et régions, et finalement, les collèges et les lycées n'y ont pas perdu au change. Donc, est-ce qu'il y a un schéma possible pour faire en sorte qu'au minimum, si on ne résout pas dans l'immédiat la question du financement de la médecine elle-même, enfin des prestations réalisées par les centres hospitaliers, au moins que sur la question de l'investissement, on trouve une solution rapide, peut-être avec des montages innovants, avec les régions, avec la Caisse des dépôts et consignations. Il y a sans doute un certain nombre d'imagination à produire en la matière. Parce que là, il faut des échéances, bien évidemment pour les échéances électorales à venir dans 2 ans, mais aussi pour prendre en compte la réalité de ce qui se passe dans de très nombreux territoires à travers la France. Merci. Et une question tout au fond à gauche. Le monsieur en vert, pardon, ou en bleu. Écoutez, merci. Du coup, j'ai eu l'occasion de suivre une partie du débat et je tenais vraiment à vous remercier parce que toutes et toutes, vous êtes par ailleurs déjà très engagés sur la question, que ce soit M. Grimaldi dans ses travaux écrits et dans son engagement et par ailleurs Mme la députée Fiat à l'Assemblée nationale. Mais moi, en fait, quand on interroge la question du rôle de l'hôpital public, moi j'ai eu l'occasion de travailler dessus en tant que juriste. Les 6 derniers mois, on a publié un livre qui s'appelle « Et si on arrêtait d'applaudir ?» Finalement, basiquement et de manière très pragmatique et à la fois radicale, on se dit que pour sortir de cette difficulté de l'hôpital en tant qu'entreprise ou en tant qu'établissement, en fait, il faut l'ériger en tant que collectivité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie question sur la relation entre l'hôpital et la médecine de ville, parce qu'on a bien vu là que l'hôpital ne pouvait pas tout. On a bien vu aussi qu'il y avait une véritable responsabilité des pouvoirs publics sur le système de santé en matière de prévention. On est encore trop dans le curatif. Et donc, finalement, notre proposition, en tout cas notre idée, donc on est quelques-uns écologistes, experts et autres, à se dire que finalement, comment on sort l'hôpital de la crise? Eh bien, on sort l'hôpital de la crise en lui conférant un statut qui lui donne une responsabilité territoriale sur le système de santé. Et donc, ça suppose de faire participer les collectivités, de faire participer les usagers du système de soins davantage, et ça suppose du coup une dynamique budgétaire qui est tout autre, puisqu'on ne serait plus du tout dans une logique de tarification à l'acte, parce que l'hôpital ne serait plus simplement un pourvoyeur de soins, il serait aussi un outil d'organisation du soin localement, il serait aussi une collectivité dans le sens où on peut prendre des décisions, et où, alors là c'est l'un des soucis qui a été déjà abordé, mais où on n'aura plus aussi cette forme de gestion technocratique, bureaucratique, qu'on a déléguée à un personnel qui est juste formé dans des établissements dans lesquels on forme de la même manière tout le monde. Et je ne pense pas que la responsabilité de la direction de l'hôpital doit aller vers le médecin ou vers les administrateurs, mais elle doit aller tout simplement vers des personnes qui seront élues, vers les usagers du système de soins et vers les collectivités qui y participent. Donc voilà, c'est peut-être un sujet, en tout cas une divergence, mais en tout cas c'est notre point de vue. On considère que en tant que collectivité, ça doit aussi, on doit aussi pouvoir partager la prise de décision et ensuite les fonctionnaires, les administrateurs doivent être là pour l'exécuter. Voilà un peu le point de vue. Pardon d'être long. Merci. Eh bien, commençons par Daniel Lenoir. Et je vous demanderai juste d'être assez rapide, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vais essayer. De toute façon, j'ai mal à la gorge. Je voudrais revenir sur la dimension économique et financière, parce que de toute façon, je suis venu pour ça, donc je vais en parler. La santé, de mémoire, je ne crois pas me tromper,
c'est le deuxième poste des dépenses publiques après les retraites et avant l'éducation nationale. Tout ça pour dire que c'est un des budgets les plus importants. Et donc le vote de l'ONDAM est un acte politique extrêmement important qui, entre nous, passe totalement inaperçu. Et donc je pense que la première chose... Et alors, je pense que notre pays souffre, je pense que la crise des Gilets jaunes en a été une illustration. On a un vrai sujet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen appelait le consentement à l'impôt, mais à l'époque, les dépenses publiques, c'était quelques pourcents de la production nationale. Aujourd'hui, les dépenses publiques, c'est près de la moitié. Et les dépenses publiques, c'est principalement celles que je viens de citer. Ce n'est pas un consentement à l'impôt, c'est un consentement à la solidarité. Parce que le système de financement est un système solidaire, c'est-à-dire que chacun ne paye pas pour lui-même. Et si on veut échapper à la logique du marché, dont je ne suis pas aussi convaincu que les uns et les autres qu'elle soit à l'œuvre, mais elle existe. Si on veut échapper à la logique du marché, il faut défendre absolument un financement solidaire. Et pour revenir sur la question qu'on évoquait tout à l'heure du budget global de la santé et à l'intérieur de ça du budget hospitalier, je pense qu'il faudrait vraiment mettre en place une procédure démocratique d'élaboration de l'ONDAM. Je suis persuadé, moi, que peu importe qu'il augmente de 3,3 ou de 4,5, effectivement, on a fait une pression excessive, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'ONDAM, pour le ramener, ce qu'a dit André Grimaldi illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que volontairement, on a voulu ramener le ONDAM à 2,3% parce que c'était conforme à l'augmentation du PIB. C'est impossible à tenir, et ça a créé tous les effets qu'on a dit. 10%, c'est sûrement trop. Et qu'est-ce que ça doit être entre les deux? Il faut qu'il y ait une évaluation et une élaboration démocratique de l'ONDAM. Et il y a sûrement à réfléchir à ça, et ça veut dire une participation plus démocratique à tout ce qui est l'organisation du système de soins. On peut le décliner dans différents domaines. J'ai été de ceux qui ont poussé à la création d'une haute autorité de santé, c'est une très bonne chose, mais les procédures d'évaluation par la haute autorité de santé ne sont pas plus démocratiques que les autres. Puis alors je voudrais revenir sur... donc il faudrait mettre beaucoup plus de démocratie, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la Convention citoyenne. Je suis alors en revanche assez... plus que circonspect sur l'idée de faire de l'hôpital une espèce de pilote de la santé sur un territoire. Je pense qu'on renforcerait ce qui est quand même un des défauts du système français, l'hospitalocentrisme. Il faudrait arriver à ce qu'on arrive à mettre en place des coopératives au niveau des territoires dans lesquelles l'hôpital joue son rôle et dans lesquelles effectivement on sorte de cette coupure entre la médecine dite de ville, qui est souvent à la campagne aussi, enfin il y en a de moins en moins à la campagne, et la médecine hospitalière. Et puis n'oublions pas qu'on est vraiment... On n'investit pas assez, on n'investit peut-être pas assez dans l'hôpital, ça se discute, mais on n'investit pas assez dans la prévention. On n'investit pas assez dans la prévention. Merci. Caroline Fiat. Alors, merci pour la transition. Voilà. Alors, la prévention, j'ai un très bon investissement, c'est dans le personnel, parce que je ne connais personne de mieux formé que le personnel pour faire de la prévention. Donc, les aides-soignants, les infirmiers... moi, je trouve de plus en plus déplorable de voir des gens de ma famille, des amis aller à l'hôpital, sortir de l'hôpital. Et je vous promets, mon numéro de téléphone, je suis devenue la médecine préventive sortie d'hôpital parce que aucun conseil n'est donné, ils savent pas quoi faire. J'ai une ordonnance, mais à ton avis, ça je fais quoi? Je peux me lever, à ton avis, au bout de... c'est un ambulatoire, à ton avis, est-ce que demain matin je peux prendre une douche, le pansement, je peux le mouiller? Mais qui sait mieux faire ça? Qui sait donner les informations? C'est le personnel soignant, mais s'il n'y a plus de personnel soignant dans les chambres, on pense faire des économies. Et tous ces gens-là, s'ils ne connaissent pas une Caroline qui est soignante ou, j'ai oublié ton prénom, qui est infirmière, André qui est infirmière, c'est des gens, ils vont appeler les urgences, ils vont appeler le 15 parce que ça va être panique, ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas eu. C'est un coût. C'est un coût. Et donc, ça fait faire des économies. Mettre du personnel, ça fait faire des économies. Et on fait de la prévention. Notre métier premier, c'est faire de la prévention quand on a des patients ou quand on a nos résidents. Ce qu'on veut, c'est pas les soigner. On veut en prendre soin. Et donc, pour en prendre soin, c'est faire de la prévention, les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Et donc, la meilleure prévention, c'est investir sur du personnel soignant
dans les établissements de santé. Et quand on aura compris ça, enfin, on pourra avancer. Et d'autant plus parce que vous avez dû en entendre un petit peu parler cette semaine, il y a un fameux plan de relance où le Premier ministre annonce qu'avec 100 milliards d'euros de plan de relance, il espère créer 160 000 emplois. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai entendu l'information, j'ai encore bondi sur mon canapé, mais moi, dans mon rapport EHPAD, où je demandais un ratio minimal dans les EHPAD soignants résidents à 0,6, j'expliquais que donc il fallait tripler le nombre de soignants et d'infirmières d'aujourd'hui. 8 milliards d'euros, 210 000 personnels dans les EHPAD. Et l'autre, il me sort qu'il va sortir 100 milliards dans son plan de relance en espérant 160 000 emplois. Donc bon, sur Twitter, je lui ai lancé une invitation en lui disant écoute, si tu veux créer 160 000 emplois, donne-moi 8 milliards, je t'en crée 210 000. Dans la période de crise Covid actuelle, créer des emplois dans les EHPAD, en plus, je pense que les gens applaudiront. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et créer des emplois dans les EHPAD, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde est susceptible de vieillir et de finir dans un établissement, dans un EHPAD. Et donc, il y a moyen. Et donc, moi, mon combat, c'est ça, c'est du personnel parce que alors, il faut d'autres choses aussi, il faut du matériel, il y a d'autres choses, mais au moins le personnel pour faire de la prévention, pour prendre soin de nos patients. Et pour faire ce qu'on sait mieux faire, c'est-à-dire s'occuper de nos résidents et de nos patients. Merci. André Palme, peut-être sur la question aussi de la décentralisation qui a été soulevée et le rôle des collectivités territoriales. Si vous êtes alors c'est pareil, la décentralisation, ça va encore mettre un autre problème en jeu, c'est-à-dire les régions riches et les régions pauvres. Parce qu'après, on retombe sur des régions où, effectivement, il y a des entreprises, voilà, mais vous savez, pas loin de chez vous, il y a la Creuse, là. Je pense que si on donne les hôpitaux, si on donne la charge territoriale encore de ces hôpitaux à la région, je ne sais pas comment ils vont gérer. Et là aussi, c'est exactement comme pour les collèges et les lycées. Il y a des endroits où les collèges et les lycées sont rénovés, où il y a des travaux de fait, où on fait plein de choses, et il y a des endroits où on ne fait rien du tout. Parce qu'on retrouve cette inégalité territoriale, et que si c'est plus géré par l'État, on retombe dans le système des inégalités. Donc il y ait peut-être une petite partie, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Alors moi aussi, ce que j'aimerais parler, la prévention me tenant très à cœur, je crois que mes deux partenaires de débat en ont largement parlé. Je vais parler aussi de ce que vous avez dit tout à l'heure, que personne n'oserait s'attaquer à la régulation démographique médicale. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce qu'en 2007, j'étais déléguée nationale du SNIL. J'ai donc fait les négociations avec l'assurance maladie, avec votre collègue Rocky, Frédéric, votre successeur, Van Rockegheim. Et donc, on nous a imposé la régulation démographique aux infirmières. Nous avons été la première profession régulée. Donc, franchement, pourquoi il n'y aurait que les infirmières? Aujourd'hui, il y a les kinés et les pharmaciens. Bien sûr, mais les pharmaciens, c'est pas de la même façon et c'est pas fait de la même manière, puisque c'est plus basé sur un chiffre de population, c'est un petit peu différent. Alors que, par exemple, pour la régulation démographique infirmière, il y a 5 facteurs qui rentrent en cause, ce qui n'est pas le cas pour les pharmacies, étant qu'un nombre d'habitants. Voilà. Donc, moi, cette régulation démographique, je pense qu'elle pèse lourd sur l'hôpital. Parce que s'il n'y a pas de médecin joignable, qui est-ce qu'on joint? C'est l'hôpital. Et l'hôpital n'est pas là pour ça. Pour moi, c'est pas pensable. Mais je comprends les parents qui ont un enfant qui a 39 de fièvre et qu'il n'y a personne qui répond. Je comprends qu'ils aillent aux urgences. Le problème, c'est qu'on n'a pas répondu dans la médecine de ville. Et ça, c'est insupportable. C'est quelque chose qui est insupportable parce que qui fait les frais de ça? C'est l'hôpital, avec parfois des patients lourds qui attendent parce qu'effectivement, il y a des choix qui doivent se faire. Pas que par l'ordre d'arrivée, d'ailleurs. Et puis après, je voudrais parler aussi d'une autre manière de voir le monde de la santé, c'est-à-dire que les médecins, ils revendiquent, et ils ont totalement raison, un temps médical, qui est un temps de diagnostic. Pour moi, c'est leur compétence, c'est un diagnostic posé avec un traitement en face. Et que le transfert de compétences
À partir de là, peut se faire vers les infirmières. Nous, on peut transférer des compétences vers les aides-soignantes parce que ça dégagerait du temps médical dont les médecins ils ont besoin. Je regrette pour un renouvellement d'ordonnance qu'on doive passer par le médecin. Et là, quand on a vu la crise du Covid, on s'est bien rendu compte d'une chose, c'est que subitement, on pouvait renouveler les ordonnances sans passer par les médecins. Alors pourquoi dans l'urgence, on peut le faire et pourquoi au quotidien, on ne peut pas le faire? Je trouve que c'est quand même dommage. Alors je sais que chacun s'arc-boute sur ses trucs, mais là, à chacun ses compétences. On n'empiète pas sur les compétences médicales, pas plus que... Voilà, on ne veut pas devenir des petits médecins, mais simplement on veut dégager du temps médical qui aujourd'hui manque énormément. Merci. Et on finira par vous, André Grimaldi. Oui, je vais pas aborder tout, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. La charte libérale, la liberté d'installation, évidemment, a un énorme problème. Pourquoi ce n'est pas réglé? Malgré les discours des députés, etc., à chaque fois que les gouvernements freinent, de gauche comme de droite. C'est qu'ils ont une peur politique. Si vous décidez brutalement, c'est fini la liberté d'installation, vous avez les internes dans la rue, et là, vous connaissez la phrase de Mme Bachelot, lorsque les internes sont dans la rue, c'est comme le dentifrice lorsqu'il est sorti du tube. Vous ne savez pas comment le faire rentrer. Donc, ils ont une trouille politique. Ce qui veut dire que sur ça, comme sur toutes les grandes réformes, il faut diviser le monde médical. Si vous ne divisez pas le monde médical, vous bloquez. Marisol Touraine, elle a mis le tiers payant, elle a mis le front des libéraux de MG France jusqu'aux plus libéraux, front uni contre elle. Alors ça lui a permis de dire, je suis une ministre de gauche. Enfin, le tiers payant, il n'est pas appliqué. Et le gouvernement suivant a reculé. Donc, il faut, de ce que c'est un rapport de force politique, et il faut diviser le monde médical. Ce qui a été fait en 1945, la médecine libérale a refusé la Sécu, ce qui a été fait en 1958. Et la première mesure qu'il faudrait prendre, c'est qu'au moins, il n'est pas possible de s'installer là où on veut en secteur 2, en dépassement d'honoraires. Si vous voulez le dépassement d'honoraires, alors c'est en dehors des zones où il y a déjà beaucoup de cardiologues, beaucoup de radiologues, ou alors vous êtes en secteur 3 hors convention. Vos médecins, vos malades ne seront pas remboursés par la Sécu. Bon, c'est la première brèche qu'il faut mettre, mais dire aux médecins futurs généralistes, pour le moment, parce qu'autrement il faut un rapport de force considérable. Et puis il faudrait intervenir, parce que ça fait des années, sur un contrat clair avec les étudiants en médecine. Vous n'envoyez pas des jeunes étudiants internes comme pour se débrouiller, il faut qu'ils aient fait l'internat. Ils ont 28 ans, ils ont une femme, ils ont des enfants. Votre désert médical, c'est un désert. Donc ils ont un problème. Donc il faut qu'il y ait un contrat au début. On dit ceux qui veulent un engagement de service public, c'est clair. Vous avez un engagement 10 ans d'études et vous aurez 10 ans de service public avec les modalités, etc. Donc aucun gouvernement ne l'a fait. Et la mesure immédiate qui serait un coin dans cette liberté d'installation, dire on ne peut pas être en dépassement d'honoraires là où on veut, mais ça suppose de dire eh bien, vous êtes hors convention de la sécurité sociale. Aucun ministre ne l'a fait. Alors, sur ce que vous dites à juste titre, qu'est-ce qu'on a vu dans le Covid? C'est que les malades ne venaient plus voir leur médecin, les malades qui avaient un diabète, qui avaient une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, ils allaient chez le pharmacien renouveler l'ordonnance. Certains à tort, parce que certains se sont aggravés. Mais beaucoup à raison. Parce que moi, les malades qui allaient bien, je leur mettais une ordonnance pour 6 mois renouvelable, ils m'envoyaient leurs examens, on faisait ça par téléphone. Simplement, ça remet en cause le paiement à l'acte. Vous ne pouvez pas toucher à ça sans toucher au paiement à l'acte. Le médecin touche 25 €, et il veut 25 €, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais renouveler l'ordonnance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le malade vient en consultation, il attend 20 minutes, si on est bien organisé, ou 15 minutes. Il voit son médecin 15 minutes. En 15 minutes, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous l'interrogez, vous prenez sa tension, et puis vous renouvelez l'ordonnance. Et comme tout le monde est frustré, eh bien, vous faites une prescription d'examen, un petit Doppler, une échographie, une prise de sang, et vous viendrez me montrer le résultat dans 1 mois. Il y a eu un lever de bouclier de la médecine libérale quand on a dit que les pharmaciens et les infirmières pourraient vacciner.
Parce qu'ils ont dit, ben nous, mais je me mets à la place d'un généraliste. Si je vois que des malades graves, à 25 € la consultation, je ne m'en sors pas. Donc, je me rappelle d'un jeune généraliste qui avait cette phrase effrayante. Il disait, une question, une consultation. 2 questions, 2 consultations. Bon, voilà. Alors, ça veut dire que pour la maladie chronique, on sort du paiement à l'acte et on sort de la T2A. On rentre soit dans la capitation, soit dans le forfait, qui a aussi des inconvénients, hein, soit dans la dotation, hein, que j'ai connue à l'hôpital. Moi, j'ai changé de service parce que j'avais une dotation que je co-gérais avec le directeur. Donc l'idée générale, elle est plutôt co-gestion, collectivité, représentants des usagers, professionnels et l'État. C'est co-gestion le maître mot aujourd'hui. Hein, l'État doit être le garant, mais pas le seul gestionnaire. C'est ça la leçon. Alors je ne peux pas aller plus loin, il faudrait sur le financement, mais là il y a un expert que je ne suis pas. Moi je suis le médecin qui râle, spécialiste des maladies chroniques. Alors on a écrit quand même un programme, le CIH, hein, qui est sur le site d'Odile Jacob, qui est le programme Santé des jours heureux, qui aborde effectivement pas seulement l'hôpital, parce que ce n'est pas possible d'aborder que l'hôpital. C'est le système de santé dans son ensemble. Et la démocratie sanitaire qui reste un chantier, vous avez raison, je partage votre avis, sur lequel il faut élaborer, travailler concrètement, quels sont les mécanismes, l'ONDAM, etc. Hein. Et là, on est en retard. Merci beaucoup. Alors, cogestion... Bon, yeah. On finit quand même sur une note positive avec plein de pistes à explorer. Et puis, pour ceux qui ont encore envie de discuter, on sera en bas et peut-être que vous aurez l'occasion de dire quelques mots de plus. Merci.